Donc, je rappelle, pour un petit peu remettre simplement l'ordre des interventions, qu'en premier, donc, nous aurons une intervention de Madame Aurélia de Tonac, chargée de mission juridique, mais qui pourra aussi se représenter à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, nous parler du guide sur ces questions-là. Ensuite, nous pourrons avoir donc une intervention de M. Emmanuel Aubin, professeur de droit public, Université de Tours, référent déontologue par ailleurs, qui pourra réagir aussi bien sur le guide que sur ces questions de cumul d'activités ou d'activités accessoires. Nous aurons en troisième intervention M. Sébastien Bénétulière, donc membre de l'Observatoire de l'éthique publique, docteur en droit public, qui pourra là aussi revenir sur ces enjeux et nous faire part de ses expériences qu'il a dans son domaine et sur les enjeux d'élus ou de collaborateurs d'élus. Et puis, pour dernière intervention, nous aurons l'intervention d'Élise Untermeyer-Caléo, que vous avez vu ce matin. Voilà aussi, je pense peut-être les autres intervenants, donc maître de conférence Université Jean Moulin Lyon 3, déontologue aussi, qui pourra là aussi intervenir sur ces enjeux. Donc, 4 interventions. On avait programmé, je pense, comme ce matin, juste pour le rappeler, 10-15 minutes d'intervention par intervenant, voilà, pour nous laisser le temps d'échanger, d'avoir des questions et de revenir sur les points qui seraient mis en avant. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ces éléments, peut-être pour pas justement prendre plus de temps et plutôt après revenir sur des questionnements qui seraient intéressants relatifs aux enjeux de cumul d'activités, d'activités accessoires. Juste peut-être faire un point, puisque ayant suivi sur un sujet, j'ai envie de dire, qui n'est pas forcément celui du territorial, hein, où en l'espèce, les enjeux de cumul d'activités et d'activités accessoires sont importants. Il y a aussi les mêmes problématiques dans l'enseignement supérieur, et vous avez peut-être suivi dans le cadre de la LPR quelques évolutions dans l'enseignement supérieur sur justement le problème des cumuls d'activités des enseignants, chercheurs du supérieur et du régime applicable ou pas. C'est aussi un vrai sujet. Alors, c'est pas forcément la thématique là, je dirais, au regard du public, mais il y a aussi éventuellement ces problématiques que nous rencontrons dans notre domaine du côté des enseignants-chercheurs. Voilà, je ne vais pas forcément être plus long sur ces enjeux et peut-être donc laisser Madame Aurélia de Tonac faire la première intervention. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien, j'espère. N'hésitez pas à me signaler le moindre problème. Très bien. Bon, d'abord, je voulais vous remercier, organisatrices et organisateurs, de nous avoir conviés à participer et j'allais dire à participer dès ce matin parce qu'on a écouté ma collègue Marie-Charlotte Litou et moi-même avec attention toute la matinée parce que c'était vraiment très riche pour nous d'écouter ces discussions et finalement de nous confronter aussi au plus près, j'allais dire, des difficultés que rencontrent les référents déontologues, d'autant que nous sommes encore plus amenés à travailler en collaboration depuis le 1er février 2020. Donc voilà, je voulais d'abord faire ces remerciements-là. Moi, à titre personnel, pour mon travail à la Haute Autorité, j'ai appris beaucoup de choses ce matin. En plus, bon, j'ai bien noté que plusieurs d'entre vous avaient émis avaient fait part de leurs difficultés particulières sur la notion de conflit d'intérêts. Donc, ça me permet, j'allais dire, de légitimer encore plus la présentation de ce nouveau guide qu'a publié la Haute Autorité le 1er février 2021, cette fois-ci, donc un an après l'entrée en vigueur de la réforme importante des contrôles déontologiques que vous connaissez bien, mais bon, je vais quand même revenir très rapidement là-dessus parce que pour nous, ça a été quand même un épisode très important dans la vie de notre institution. Donc, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a opéré un espèce de grand chambardement de la vie déontologique puisque la commission de déontologie de la fonction publique a disparu et une partie de ses compétences ont été transférées à la Haute Autorité, mais une partie seulement puisque, comme vous le savez, vous êtes en première ligne. L'autre partie a été internalisée au sein même des administrations en faisant intervenir un binôme, on va dire, qui est l'autorité hiérarchique, qui est maintenant compétente pour apprécier les demandes de l'agent, donc notamment de cumul d'activités, mais de reconversion professionnelle, mais également de s'interroger au moment de la nomination de tout agent public sur les éventuels conflits d'intérêts. La deuxième partie du binôme, c'est évidemment le référent déontologue qui est vraiment une partie prenante de la procédure, puisque lorsque l'autorité hiérarchique se pose des questions sur d'éventuels conflits d'intérêts ou des risques d'ordre pénal, l'autorité hiérarchique se fait assister par le référent déontologue qui lui donne son avis. Et si le doute persiste, la procédure prévoit que la Haute Autorité peut être saisie, on va dire, de manière subsidiaire, hein, donc, pour se prononcer sur
tous les agents publics. La loi a tout de même conféré un certain nombre de compétences, j'allais dire directes à la haute autorité pour la fonction publique, puisque pour certaines catégories d'emplois, la haute autorité se prononce obligatoirement et préalablement sur le projet de cumul d'activité ou de reconversion professionnelle des agents. Dans ces cas-là, l'autorité hiérarchique ne passe pas par le référent déontologue. Vous aurez après, sur la table ronde d'après, un bilan qui vous sera présenté par Marie-Charlotte Litou sur voilà, l'année qui vient de s'écouler, qui a été très riche pour nous. Je tenais déjà à dire que pour la haute autorité, ça a été quand même aussi beaucoup de questions et de difficultés, d'interrogations qui ont ponctué toute cette année de mise en œuvre. Puisque bien que la haute autorité exerce des contrôles déontologiques depuis 2013 pour les responsables publics, la transposition de notre doctrine aux agents publics n'est pas forcément allée de soi. On a beaucoup de questions qui se sont posées qu'on avait anticipées, d'autres qu'on n'avait pas anticipées. Donc voilà, j'allais dire, les réflexions que vous avez eues ce matin sont aussi les nôtres. Et effectivement, j'ai bien aimé ce petit débat qui est revenu plusieurs fois sur est-ce qu'il faut être juriste pour être référent déontologue. Alors, je ne vais pas forcément donner mon avis étant moi-même juriste. Je pense que je ne serai pas impartiale sur la question. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a des éléments qui sont vraiment d'ordre juridique dans l'appréciation d'une situation potentielle de conflit d'intérêts qui peuvent quand même aider. Alors, la haute autorité publie donc un guide déontologique dont le sous-titre est le contrôle et la prévention des conflits d'intérêts. Donc, un guide qui a vraiment vocation à s'adresser aux référents déontologues, d'abord, aux autorités hiérarchiques et aux autorités de nomination d'autre part, c'est-à-dire les personnes qui, en interne, vont devoir effectuer ces appréciations au regard des potentiels conflits d'intérêts. Donc nous, c'était notre cœur de cible en publiant ce guide, mais on vise aussi plus généralement tous les agents publics parce que, j'allais dire, la haute autorité est assez attachée au fait que la réflexion déontologique doit d'abord venir de l'agent lui-même. Avant même de saisir son autorité hiérarchique, il doit être capable de se demander si son projet professionnel ou son projet de cumul d'activité ne soulève pas des risques particuliers et peut-être y renoncer par lui-même avant même de faire intervenir une autorité extérieure. Donc, nous, ce guide-là, on le voit vraiment aussi comme un outil pour tout agent qui veut initier une réflexion déontologique sur sa situation. On a aussi dans l'idée de continuer à œuvrer pour promouvoir cette culture de l'intégrité. Hein. Quelqu'un a mentionné aussi ce matin le fait que la haute autorité était particulièrement attachée à cette diffusion d'une culture de l'intégrité. Donc, ça s'inscrit pleinement dans cette mission-là. Alors, bon, ça, c'est la partie à qui s'adresse ce guide. Sur le fond, alors je ne sais pas si le document a été transmis à tout le monde. En tout cas, il est sur notre site Internet et il sera bientôt imprimé. Donc, on pourra aussi en distribuer assez largement des versions papier, ce qui sera quand même assez agréable parce que c'est un document qui est un peu dense. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, j'allais dire en complément du guide, c'est que la haute autorité a commencé à publier beaucoup d'avis que nous avons donc adoptés cette dernière année, à la fois sous forme de résumé et à la fois in extenso. Donc, ce qui va vraiment permettre aussi aux référents déontologues de s'emparer j'allais dire, des formulations qu'on utilise, la haute autorité, pour les réserves qu'on peut émettre sur un cumul d'activités ou sur une reconversion. Et vraiment de voir un petit peu ce qui paraît pertinent, ce qui est plus difficile à comprendre. Et évidemment, toujours de ne pas hésiter à solliciter la haute autorité par divers moyens pour qu'on réponde à vos questions parce qu'on le fait toujours bien volontiers. Le guide s'organise en deux parties. Il y a une première partie, j'allais dire, plus théorique, qui est donc consacrée à la façon dont la haute autorité aborde le conflit d'intérêts. Donc, c'est une partie assez transversale qui peut se lire, j'allais dire, de manière isolée, hein, sans forcément lire la deuxième partie, dans laquelle on a essayé d'insister sur des points qui nous semblaient importants, et notamment, moi, ici, avec vous, parce que je ne vais évidemment pas tout résumer, mais je pensais peut-être juste passer une toute petite minute sur le conflit d'intérêts entre intérêts publics.
qui est une question très difficile et à laquelle on a peut-être un peu aussi mis du temps, nous, à répondre de manière complète, parce que la haute autorité, comme tout le monde, hein, a dans un premier temps été un peu décontenancée par cette idée du conflit entre intérêts publics. Ça n'a pas été vraiment notre cœur de cible pendant les premières années d'existence de la haute autorité, mais maintenant, voilà, on a élaboré une doctrine plus claire, dont j'aimerais peut-être parler un petit peu ici rapidement. Je vais essayer de ne pas déborder trop mon temps. Il faudra me couper, évidemment, quand ce sera nécessaire. Et vous avez donc une deuxième partie qui est plus, j'allais dire, plus pratique, au sens où elle décortique véritablement les nouvelles procédures instaurées par la loi du 6 août 2019, avec le rôle de chacun, à quel moment il faut saisir la haute autorité, à quel moment il ne faut pas saisir la haute autorité. Et ici, je fais une petite parenthèse, puisque la table ronde est dédiée aussi au cumul d'activités. On a eu des difficultés sur ce dispositif-là particulier, dont ma collègue parlera sans doute beaucoup, mais le cumul d'activités, en fait, la haute autorité n'a aucune compétence sur le cumul d'activités accessoires. C'est-à-dire que vraiment, on n'intervient jamais sur le cumul d'activités accessoires. On a été beaucoup saisi de cumul d'activités accessoires et malheureusement, on a rendu beaucoup d'avis d'incompétence. Alors, c'est regrettable parce qu'on sent parfois qu'il y aurait un besoin d'explication et d'assistance, mais on n'a pas de base légale pour répondre. Donc, la haute autorité ne peut s'interroger que sur le cumul d'activités pour création ou reprise d'entreprise qui s'accompagne d'une demande d'exercice à temps partiel. Donc, c'est vraiment deux conditions cumulatives et c'est le seul cas où la haute autorité peut être compétente selon les modalités prévues pour tous les autres contrôles. Donc, c'est vrai que bon, s'il y a des discussions sur le cumul d'activités accessoires, a priori, je ne pourrais pas tellement me joindre à vous, mais j'écouterai avec grand intérêt, évidemment. Sur la partie du fond, donc je vous ai dit, je voulais aborder rapidement la question du conflit entre intérêts publics. Elle concerne tout particulièrement les élus locaux. Du coup, je pense que ça a vraiment sa place ici, puisque beaucoup d'élus locaux s'interrogent sur cette notion-là, puisque, comme vous le savez très bien, les élus locaux sont des personnes qui, en plus de leur mandat électif, ont souvent des mandats dans divers organismes extérieurs de la collectivité territoriale, pour représenter la collectivité. Et c'est vrai que ce n'est pas évident d'imaginer qu'il puisse y avoir des situations de conflit entre des intérêts publics, c'est-à-dire d'imaginer de fractionner l'intérêt général entre plusieurs intérêts contradictoires. La haute autorité a vraiment fondé sa doctrine sur une distinction qui nous paraît très importante, c'est de distinguer d'une part les organismes de droit public. Là, on considère par principe que les intérêts convergent, puisque la forme est de droit public, donc a priori, on a un fonctionnement qui est très différent du secteur privé, on n'a pas de secteur concurrentiel, etc. Pour ces organismes-là, on va dire, les intérêts qui peuvent être une activité professionnelle, qui peuvent être un mandat, qui peuvent être toute fonction, on va dire tout intérêt dans un tel organisme, on considère qu'il n'y a pas de risque, sauf si vous avez un intérêt personnel qui s'ajoute, par exemple une rémunération. Si vous percevez une rémunération au titre d'un mandat dans un organisme de droit public, en plus par exemple d'un mandat électif local, alors là l'élu s'expose à un risque si par exemple il participe à la délibération qui va fixer sa rémunération dans l'organisme de droit public qui est lié à la collectivité. En revanche, la situation est pour nous très différente dès lors qu'il s'agit d'organismes de droit privé du secteur public. Et là, c'est un peu quelque chose où vraiment, nous, on a remarqué qu'il fallait faire beaucoup de pédagogie, notamment auprès des élus locaux, parce que participer aux organes dirigeants d'une société d'économie mixte ou d'une société publique locale ou d'une association de droit privé, d'une association, ça n'est pas la même chose que participer à un établissement public qui a une mission de service public administratif. Et donc, là, on est vraiment dans du conflit entre intérêts, on va dire, privés, publics, parce que ce sont des organismes qui sont un peu à la frontière. Et là, vraiment, nous, on insiste, non seulement l'élu peut se retrouver en situation de conflit d'intérêts, alors je dis l'élu, mais ça pourrait être un agent public, mais en plus, il y a un risque de prise illégale d'intérêt, parce que le juge pénal ne se limite pas aux entreprises privées dans un sens restreint pour la prise illégale d'intérêt, mais vraiment prend en considération tous les organismes de droit privé. Donc, une société d'économie mixte, si on prend une décision sur cette société d'économie mixte en tant qu'élu local, par exemple, et que par ailleurs, on est administrateur de cette SEM, c'est une prise illégale d'intérêt au sens de l'article 432.12 du Code pénal.
Donc, nous, on essaye là vraiment de faire progresser cette pédagogie-là qui est particulièrement s'adresse aux élus locaux, mais pas de manière non plus exclusive. Je pense que j'ai déjà bien parlé. Simplement, je voulais juste, je répondrai à toutes les questions qui viendront. Je voulais juste terminer sur un élément important. Dans le guide déontologique, on a pris le choix de faire une fiche numéro 9, pour ceux qui ont le guide sous les yeux. Donc, c'est à la toute fin du guide, vous avez une fiche pratique qui est dédiée aux juges et aux conflits d'intérêts. Et j'insiste là-dessus parce qu'on peut effectivement débattre sur la question de est-ce que la déontologie, c'est simplement une problématique juridique. J'ai entendu quelqu'un dire que c'était aussi de l'humain, que c'était aussi du ressenti. Mais il y a quand même des règles qui sont déterminées par les juges qu'il faut vraiment avoir en tête. Et en fait, le conflit d'intérêts peut vite amener à une situation de prise illégale d'intérêt. Et ici, on sort, j'allais dire, de la marge d'appréciation qu'on peut penser avoir en matière déontologique et on arrive dans le droit pénal. Et là, c'est très objectif. Il y a des critères, il y a des éléments, il y a une sanction et il y a un très gros risque pour la personne qui est concernée puisque c'est un délit, donc c'est effectivement très lourd de conséquences. Et il faut là-dessus, je pense, toujours garder en tête que notre travail s'inscrit dans ce cadre plus général qui est le travail du juge pénal et le travail du juge administratif. Donc, cette fiche qui est à la fin du guide doit vraiment être utilisée comme un complément pour lire la première partie sur le conflit d'intérêts, puisque la haute autorité vraiment partage son travail de prévention des conflits d'intérêts sur le volet déontologique et sur le volet pénal pour prévenir la prise illégale d'intérêt. Je ne vais pas m'étendre plus, j'aurais évidemment un million de choses de plus à vous dire, mais le temps passe toujours très vite par rapport à ce qu'on imagine. Donc voilà, je serai ravie de répondre à toutes les questions qui pourront se poser et n'hésitez pas dès maintenant sur le site internet de la Haute Autorité, vous l'avez en une, donc il est là, à télécharger le guide déontologique et à le diffuser aussi le plus largement possible si vous jugez que cela sera utile autour de vous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame de Tonac, donc, pour cette intervention très intéressante sur le nouveau guide de la haute autorité. Je pense que, comme vous l'avez indiqué, il y aura des interventions et des questions probablement. Vous avez laissé des pistes voilà, sur différents enjeux. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions par la suite. Peut-être du coup, poursuivons-nous sur les interventions, donc avec maintenant Monsieur Emmanuel Aubin, qui va se représenter, mais je dirais sur les enjeux peut-être liés là aussi au conflit d'intérêts notamment, et puis peut-être sur son expérience de référent déontologue là aussi, avec quelques éléments en lien avec l'actualité au regard de justement la mise en place d'un nouveau cadre juridique. Donc je vais laisser Monsieur Aubin intervenir. Merci, chers collègues. Donc, merci pour cette intervention, Madame de Tonac. C'était très, très intéressant. Alors, je me présente, oui, je suis professeur de droit public spécialisé en droit de la fonction publique et plus particulièrement en matière dans le domaine de la déontologie. Et par ailleurs, donc, je suis référent déontologue dans 4 centres de gestion qui correspondent à la région Poitou-Charentes, puisque la région a été absorbée dans la région Aquitaine. Donc, ça couvre le champ des 4 départements. Et alors, je souhaitais plutôt aborder la thématique du cumul de rémunération et des activités accessoires. Comme ça, je serai complémentaire de ce qu'a dit Madame de Tonac, qui est mieux placée que moi pour parler de conflit d'intérêts et qui a avoué que sur l'accessoire, elle voulait bien céder. Voilà, donc comme ça, on va être vraiment complémentaires. Je souhaiterais peut-être, dans le temps qui m'est imparti, faire peut-être un retour sur mon expérience de 2 ans de référent déontologue, puisque si je cumule le nombre, alors d'abord je remercie beaucoup les organisateurs, puisque ça m'a permis de faire un retour en arrière sur les 94 avis que j'ai rendus depuis 2018. Et donc, c'était bien aussi voilà, de ne plus avoir la tête dans le guidon et d'essayer de faire un petit peu ce bilan, en quelque sorte. Alors, sur le cumul d'activités, donc je précise que je n'aborderai pas le pantouflage, puisque dans ces cas-là, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, il n'y a pas de cumul, puisque l'agent public va quitter temporairement ou définitivement la fonction publique. Mais je souhaiterais peut-être mettre en évidence, je suis membre aussi de l'Observatoire de l'éthique publique,
Et à ce titre-là, notre spécialité, c'est à tous et à tous, dans cet observatoire, de trouver les zones grises. Donc, j'aimerais être plutôt sur cette ligne de crête concernant les saisines que j'ai de la part des agents sur ces activités accessoires, parce que on se rend compte aussi, je souhaiterais insister sur ce point, ça a été dit à l'instant, je rejoins ce qu'a dit Madame de Tonac, c'est du droit la déontologie, c'est une autre manière de faire du droit. C'est un grand juriste, Jean Carbonnier, disait que le droit est trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite. Donc, c'est du droit souple qu'il s'agit de faire, mais ça reste du droit. Quand on a des questions sur le devoir de réserve, on est obligé d'aller dans la jurisprudence. C'est pas normé, donc tout ne peut pas être objectivé. Et il y a la dimension parfois très subjective du juge qu'il faut intégrer pour faire preuve de pédagogie. Donc, c'est vraiment une approche pédagogique qu'il faut avoir lorsqu'on est saisi par les agents. Et puis, j'allais dire aussi, il faut prendre des pincettes lorsqu'on répond. Parce qu'il y a aussi, cette activité est passionnante aussi parce qu'il y a un reflet de la souffrance humaine dans les saisies que l'on a, paradoxalement. Madame de Tonac parlait finalement de la frustration de rendre des avis qui constatent une irrecevabilité. Il y a pas mal également d'avis d'irrecevabilité du côté, en tout cas je parle de mon expérience personnelle, sur des problèmes de souffrance de RH parfois très complexes. Et c'est vrai qu'on est gêné aux entournures d'avoir à opposer une fin de non-recevoir. Donc, sur des situations, notamment dans la période de la Covid-19, j'ai eu comme ça quelques saisies de problèmes RH qui gênaient vraiment aux entournures lorsqu'il fallait répondre par la négative. Donc, il y a aussi, je crois, ça prouve qu'il y a aussi une difficulté du côté de la mission des référents déontologues, et peut-être parfois une difficulté à expliquer vraiment notre champ matériel, notre champ de compétences. Je l'ai vraiment constaté sur les questions statutaires, hein, alors même que la loi est relativement claire, le décret aussi. Hein. On rend un avis sans préjudice des chefs de service, on n'intervient jamais sur l'aspect statutaire ni sur les questions de RH. J'ai grosso modo quasiment 20% d'avis pour irrecevabilité sur la totalité des requêtes, des saisines de la part des agents. Beaucoup également de saisines, mais cette fois recevables, sur des confusions entre l'activité accessoire et la création d'entreprise. On constate que ce n'est pas clair dans l'esprit des agents, et du reste, c'est logique parce que très souvent, c'est le reflet aussi d'une difficulté matérielle pour certains agents dans la fonction publique territoriale. Les agents de catégorie C ont des traitements qui sont vraiment, qui ne sont parfois pas très élevés, et on sent qu'il y a la maladie du deuxième métier, comme on l'appelait sous la Troisième République, mais qui là, en fait, reflète tout simplement la nécessité de boucler les fins de mois. Et il y a beaucoup de requêtes, en fait, d'avis qu'on est amené à rendre où il faut faire preuve d'interprétation, je ne vais pas aller jusqu'à dire audacieuse, mais en tout cas réaliste de la situation. C'est l'exemple emblématique, et je crois que ma collègue Élise Untermeyer-Kerléo, qui rend public ses rapports, et je le remercie parce que ça permet de nourrir la réflexion et de faire du benchmarking, avait évoqué ces exemples souvent de conjoints ou conjointes qui veulent aider justement leur conjoint ou leur conjointe faire la comptabilité 3 heures le week-end, et puis qui découvrent avec stupéfaction qu'il leur faut passer en temps partiel parfois et créer une entreprise pour pouvoir le faire. Alors même qu'il s'agit seulement de donner un petit coup de main. Donc ça, c'est vraiment du droit terre à terre, si je puis dire, mais qui nécessite d'avoir une approche empirique du décret, et notamment ce fameux article 11 où il y a 10 séries d'activités qui sont sériées. Parfois, c'est compliqué de faire entrer une activité dans l'un des 10 cas. J'ai noté, alors, entre 2018 et 2019 et 2020, une différence dans les… Alors, c'est plus de la sociologie, excusez-moi, mais dans le fond des demandes. J'ai observé une augmentation très importante des demandes d'activités accessoires relatives au bien-être et à la bienveillance et à la bientraitance. Et je crois que c'est aussi un reflet de la période dans laquelle on est.
j'ai une multiplication par 5 des demandes d'activités accessoires qui consistent à faire de la réflexologie, du shiatsu, des soins Reiki et autres. Des demandes que je n'avais pas vues jusqu'alors d'assistance auprès des personnes âgées. Voilà, donc je crois aussi qu'il y a un reflet dû à cette période que l'on traverse. Et en sens inverse, j'ai remarqué une plongée, une diminution très nette des saisines que j'avais auparavant sur la création des entreprises. Parce que, évidemment, le contexte dans lequel on est permet sans doute de comprendre que les agents publics ont plus de difficultés à se projeter vers justement sans doute une activité accessoire de cette sorte-là. Donc la plupart des saisines que j'ai eues sur 2020, souvent portaient sur la question « je voudrais bien avoir cette activité-là, mais je souhaiterais rester fonctionnaire ». Alors qu'auparavant, en 2018-19, c'est « est-ce que je peux continuer cette activité en quittant temporairement la fonction publique ». Donc, il y a aussi cette fonction-là peut-être rassurante de l'emploi public, mais là, je ne fais plus tout à fait du droit, j'en ai bien conscience, mais c'est le fond aussi des saisines que je souhaitais évoquer devant vous. Une difficulté souvent de qualification de la situation. Parfois, je le disais tout à l'heure, il est difficile de faire entrer les activités. On s'aperçoit que l'imagination est au pouvoir. Il est difficile de faire entrer une activité, encore une fois, dans l'un des 10 secteurs d'activité du décret. Et il serait sans doute peut-être intéressant qu'il y ait une évolution du droit à cet égard, qu'on n'ait plus cet inventaire à la Prévert dans le décret, dans l'article 11, mais qu'on ait plutôt ce que proposait d'ailleurs, je crois, Élise Untermaier-Kerléo, qu'on ait plutôt 2 plafonds, le nombre d'heures que l'on peut faire et la rémunération que ça peut apporter, qui doit rester secondaire, qui doit rester accessoire. Ce serait plus simple, parce que parfois, on est obligé de tordre un petit peu l'interprétation juridique pour soit considérer que ça entre dans enseignement et formation, par exemple, qui est une rubrique assez large, ou bien alors dans les travaux de faible importance chez des particuliers, qu'est-ce qu'on met? C'est quoi la faible importance? Les services à la personne, bon, là, on a un renvoi au Code du travail. 4 agents à qui j'avais répondu en renvoyant au Code du travail, mais je suis fonctionnaire, pourquoi vous m'appliquez le Code du travail? Donc ça, c'est un aspect aussi que je voulais évoquer de la mission. Il m'arrive assez souvent, j'encourage les agents à le faire, quand j'ai rendu l'avis, je leur précise d'abord que ça n'est qu'un avis, ça n'a pas de portée juridique, qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur cet avis, mais le but c'est de les éclairer utilement, qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, m'envoyer d'autres courriels pour affiner un petit peu le grain, et ça m'est arrivé assez souvent, et je dois dire que c'est bien d'avoir cet échange avec les agents qui ont peut-être le sentiment d'être de la sorte accompagnés. Alors, la chose la plus fréquente, c'est très souvent l'agent qui veut aider le conjoint et qui se demande dans quel cadre juridique il peut le faire et qui découvre avec parfois horreur que le droit est un peu rigide sur ces questions-là. Peut-être une évolution serait-elle souhaitable pour ces activités qui sont vraiment accessoires et qui pourraient sans doute apporter un plus dans la situation des agents. Je surveille le temps de parole. Le statut d'auto-entrepreneur, là aussi, est très souvent demandé. On s'aperçoit que c'est ici un statut qui maintenant est entré dans la pratique, que les agents connaissent généralement assez bien, mais dont ils ne mesurent pas toujours les conséquences. Voilà, et il y a parfois des difficultés. Ils ne comprennent pas, par exemple, que l'on dise cette activité, vous êtes obligé de la faire en tant qu'auto-entrepreneur. Parfois, ils pensent que c'est facultatif. Peut-être pour terminer, et puis après, de toute façon, on échangera, je voudrais rebondir sur la nouvelle mission depuis le 1er février 2020. Là aussi, j'ai peut-être pu constater une certaine incompréhension à l'égard d'un nouveau dialogue dont je me félicite parce que vraiment je faisais partie de ceux qui souhaitaient qu'on ait un dialogue avec les autorités hiérarchiques. C'est bien qu'on ait, avant il y avait une cloison trop étanche, c'est bien qu'on ait des relations triangulaires, autorité hiérarchique, agent, référent déontologue, et je dirais même des relations qui sont quadrangulaire, si le terme existe, puisque si nous ne levons pas le doute sérieux, c'est la haute autorité qui prend le relais. Donc, on a un nouveau dispositif qui s'est mis en place. J'ai constaté au départ que les autorités hiérarchiques, d'abord, m'ont saisi trop tôt.
j'ai eu quelques saisines qui sont intervenues avant le 1er février. Bon, je sentais bien l'impatience, mais dans ces cas-là, j'ai invité à patienter un tout petit peu encore. Et puis, le constat qu'il y a eu, et là je rebondis sur ce qu'a dit Madame de Tonac, beaucoup d'autorités hiérarchiques qui ont saisi directement la haute autorité sans passer par la case référent déontologue. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être un manque d'information, mais il y a eu parfois, effectivement, c'est arrivé, ce circuit inversé, en quelque sorte. Je mets ça aussi sur le compte du contexte dans lequel on est. J'avais prévu notamment de faire des actions d'information en février et mars dans les 4 centres de gestion. Et à cause de la Covid-19, ces actions n'ont pas pu être organisées. Donc, on n'a pas pu non plus faire ces rencontres. Je l'avais fait dans 2 centres de gestion. Ça avait été vraiment très enrichissant de rencontrer sous la houlette des directrices et directeurs des CDG les cadres du centre de gestion pour leur présenter les missions et leur dire le périmètre, leur faire comprendre le périmètre de celle-ci. Voilà, donc je crois qu'on est 2020 dans un contexte spécifique qui permet de comprendre sans doute cette déviation que l'on constate dans les sollicitations des différentes autorités amenées à apporter un conseil utile. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Je suis prêt également à répondre à toutes les questions avec grand plaisir ensuite. Je ne voudrais pas mobiliser trop la parole. Merci, Monsieur Aubin. Vous êtes tout à fait dans les temps. Voilà, on est parfaitement ce qui était prévu. Merci pour votre témoignage en même temps sur des enjeux importants. On voit qu'à travers vos missions, vous avez une vue de ce qui se passe dans la société. C'est aussi intéressant de pouvoir imaginer les problématiques que nos agents publics rencontrent sur ces enjeux. Et peut-être que les questions viendront justement sur ce que vous constatez aussi sur certains éléments, sur l'impact de la réforme. Alors, normalement, maintenant, donc, nous aurons l'intervention de Monsieur Sébastien Bénétulière, qui pourra, par ses témoignages, donc membre de l'Observatoire de l'éthique publique, aborder les 2 enjeux d'ailleurs qu'on vient d'évoquer, conflit d'intérêts d'un côté, activité accessoire de l'autre, parce qu'il a l'occasion dans ses diverses fonctions d'avoir l'un ou l'autre de ces aspects, et je laisse M. Bénétulière intervenir. Merci, chers collègues. J'espère que tout le monde m'entend bien. Me présenter rapidement, puisque effectivement, Christophe Mondou vient de le dire, je suis membre de l'Observatoire public, mais je suis surtout directeur de cabinet d'une collectivité, une intercommunalité de 25 000 habitants, ce qui fait que j'ai aussi une pratique de ces problématiques, et une pratique qui n'est pas forcément celle du coup des très grandes collectivités structurées au niveau des RH. Donc ça, je pense que j'y reviendrai aussi un petit peu. Je profite aussi en préambule, bien sûr, pour remercier les organisateurs de m'avoir convié à cette table ronde. Je salue également les étudiants du Master 2 Carré Public de Lyon 3 qui sont nombreux. Et on en parlait ce matin, je crois que la logique de la culture de la déontologie est au moins aussi importante que l'approche purement technique que l'on peut y apporter. Et ça passe par aussi des enseignements et par une formation des futurs cadres de la FPE ou de la FPT, et donc je suis ravi qu'il soit présent. Je salue également Hugo Soutra, qui est journaliste et qui était là ce matin, je ne sais pas s'il est encore là cet après-midi, parce que je crois que là aussi, dans ces temps de post-vérité, le rôle de la presse comme vigie de la déontologie, notamment en matière locale, est particulièrement forte, et je me réjouis que la presse territoriale spécialisée, que ce soit la Gazette, la lettre du cadre ou le courrier des maires, par exemple, fasse de plus en plus de place à ces problématiques-là. Je pense que c'est extrêmement important. Et donc, je remercie les journalistes qui sont aujourd'hui présents. Je vais revenir sur les 2 questions qui nous animent aujourd'hui, en ayant, vous allez le voir, un regard assez critique et parfois interrogatif, en fait, sur la manière dont on appréhende les choses, tant du point de vue de l'administration, mais surtout du point de vue du droit pénal, car tout à l'heure, Aurélien Tonac l'a bien dit, la grande sévérité du juge pénal, particulièrement en matière de prise illégale d'intérêt, m'interroge grandement. Je pense qu'elle n'est pas du tout adaptée à la manière dont les collectivités vivent au quotidien la mise en œuvre des politiques publiques, et je me permettrai d'avoir un regard peut-être un peu sévère sur ces problématiques-là. Sur la question de cumul d'activité, j'y suis relativement sensible parce que, de fait, je suis soumis à un cumul d'emplois public-public récurrent quand j'enseigne à l'université, et donc j'ai fait ma demande d'autorisation et ma déclaration préalable.
Et puis, je suis aussi formateur pour élus. Donc, du coup, j'ai dû créer mon entreprise individuelle pour pouvoir faire ces formations-là sur mon temps libre, je le précise. Et puis, comme je suis directeur de cabinet, je suis aussi soumis à des déclarations d'intérêt et de patrimoine à la HATVP que j'ai mise à jour. Donc, normalement, tout va bien. Mais si jamais, je suis à la disposition de la HATVP naturellement pour corriger ces déclarations si elles ne sont pas bonnes. Donc, je suis particulièrement sensible à ces problématiques. Et c'est vrai que Emmanuel Aubin l'a très bien dit, et ça avait été aussi dit ce matin, je crois, par Joanne Saison ou par Aurore Granero. Ce qui interroge, c'est la question du volume horaire. Il y a très peu de jurisprudence sur la question, et c'est vrai que très souvent, les rares jurisprudences ou les rares cas dont j'ai eu écho dans ma pratique professionnelle sont des cas qui concernent souvent des emplois, on va dire, à statut particulier. Alors, si j'étais un petit peu provocateur, je parlerais bien volontiers des enseignants-chercheurs qui sont parfois en faculté de droit, avocats, voire associés dans des cabinets, et dont je me demande si vraiment il s'agit d'une activité accessoire. Mais de manière plus prosaïque, tout à l'heure, on parlait des déontologues et de leur statut. On l'a constaté, un certain nombre d'universitaires sont déontologues, et je m'interroge par exemple sur la question, lorsque cette activité est rémunérée, sur la question du statut et du cumul d'emplois que ça peut générer, sur la manière dont ça se passe. Est-ce qu'il ne faut pas créer ici un statut être entrepreneur individuel, par exemple? Voilà, c'est des questions que je me pose en fait, auxquelles je n'ai pas la réponse. Je suis sûr que Emmanuel ou Élise pourront rebondir, mais indépendamment de ces problématiques-là, moi je voudrais témoigner sur un statut très particulier qui est celui des enseignants artistiques territoriaux, qui est un statut qui concerne quand même un certain nombre d'agents dans la fonction publique territoriale. Et lorsqu'on regarde un peu les jurisprudences sur cette problématique-là, on a par exemple des retours du juge qui nous disent, voilà, le statut est de 20 heures, donc il ne faut pas dépasser, pour que ça reste accessoire, il faut pas dépasser un certain volume horaire du style, je dis n'importe quoi, 7 ou 8 heures, il n'y a pas de règle fixée en la matière. Or, le statut n'est pas du tout de 20 heures, c'est 20 heures d'enseignement. Il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui parle que ces agents sont soumis à un régime de 35 heures. Or, ces agents n'ont pas du tout conscience que leur temps de travail est de 35 heures. Ils pensent qu'effectivement, leur temps de travail se limite à leurs heures d'enseignement. Et c'est pour ça que je parlais ici d'un statut qui est très particulier. Et la plupart de ces agents ont une activité en fait professionnelle extérieure qui est musicien. Ils se produisent en concert, ils font des tournées pour certains, et ils arrivent très bien à cumuler les deux, sans l'ayant forcément déclaré à leur autorité administrative. Alors nous, on a mis en place quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu sanctionner, on a eu écho de certaines pratiques, on a demandé à régulariser, mais très clairement, on voit bien que ces agents, ça a été dit aussi ce matin, les agents sont de bonne foi. Ils ne sont pas forcément de mauvaise foi en la matière. Et je ne crois pas du tout à la logique curative. Je pense qu'il faut bien au contraire insister sur la logique prophylactique. Il faut bien au contraire insister sur une forme de culture de la déontologie et leur expliquer en fait qu'ils sont soumis à des formes de déclaration, à des formes de régularisation de leur statut, y compris lorsqu'ils interviennent dans des concerts rémunérés. Bref, ici, il y a une forme d'interrogation qui montre la non-connaissance, la méconnaissance en fait de ces règles. Je disais tout à l'heure que j'avais dû créer une entreprise individuelle pour faire de la formation pour élus, et je parle aussi de ça parce que le cumul d'activités en fait peut parfois mener les agents à se retrouver en situation de conflit d'intérêts. Je vais prendre mon cas personnel pour le coup. Vous savez que la loi engagement et proximité a considérablement renforcé le droit à la formation pour les élus locaux. Or, mes élus, voilà, lorsqu'on a abordé cette question, en bureau communautaire, me disent comme on sait que tu fais de la formation pour élus, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ton organisme il est intéressant? Est-ce qu'on devrait avoir recours à eux pour faire quelques formations? Bref, conseille-nous. C'est une réunion qui est totalement informelle. Je n'ai pas de possibilité d'engager directement ma collectivité. Je ne suis pas DGS, je suis DIRCAB. Mais la Cour de cassation a rendu une décision très intéressante au mois de janvier qui je ne sais pas si vous l'avez vu passer, concernait un maire qui a été condamné pour prise illégale d'intérêt parce qu'il avait notamment participé à une réunion informelle où il avait pu manifester en fait sa position relativement à une situation de conflit d'intérêt, de prise illégale d'intérêt. Et la Cour de cassation considère que le délit est constitué par la présence du maire à cette réunion informelle.
Ce qui du coup interroge, parce que, et c'est là où je voulais après en venir sur la question de la prise égal d'intérêt, je crois qu'il y a beaucoup d'agents qui ne pensent pas mal faire et qui, voire même dans certains cas, en fait, confondent la prise égale d'intérêt, le conflit d'intérêt, avec l'enrichissement personnel, avec le favoritisme en matière de marché public, bref, envers des délits qui ne sont pas exactement celui de la prise égale d'intérêt. Et c'est vrai que certains agents même considèrent que quelque part, j'ai souvent le cas, en tout cas je l'entends souvent, quelque part leur entre-gens, s'il fait gagner de l'argent à la collectivité, bah, c'est une bonne chose. On me dit, bah voilà, j'ai pu, en fait, par une procédure de MAPA assez simplifiée, solliciter des entreprises que je connaissais, je leur ai demandé en amont de faire un geste pour la collectivité, et donc j'ai bien agi parce que la collectivité a gagné de l'argent. Or, on le sait, le juge pénal n'a pas du tout cette vision-là du délit de prise égale d'intérêt, il a une vision très objective des choses, et il considère que le délit est constitué alors même qu'il n'y a aucun avantage matériel retiré par la personne en situation de prise égale d'intérêt. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi dans les petites collectivités particulièrement, où les procédures ne sont pas forcément formalisées comme elles peuvent l'être par des services organisés dans des très grosses structures. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Et là encore, je pense que c'est un problème de formation et de culture en la matière, parce que moi, lorsque j'aborde ces questions-là avec les agents qui peuvent se trouver dans cette situation-là, ils tombent des nues, très clairement. Donc, il y a effectivement, je trouve ici une dissociation, parce que ils vont me dire, oui, mais sur le plan du droit administratif, je ne suis pas certain que je sois en non-conformité avec le Code des marchés. Et effectivement, on peut en discuter, parce que, par exemple, pour prendre une autre procédure, la procédure du sourcing, qui est encouragée par le Code des marchés publics et qui, précisément, encourage les maîtres d'ouvrage à, en amont, essayer de co-construire le marché finalement avec des opérateurs privés, eh bien, cette situation-là, je ne suis pas du tout certain que la Cour de cassation, le jour où elle sera amenée à se prononcer sur cette thématique-là, elle la laisse passer. Et donc, du coup, on a aujourd'hui en fait une forme de séparation étanche qui tente à être formalisée par le juge pénal sur la sphère publique et la sphère privée, qui ne me semble pas correspondre à la manière dont les collectivités travaillent. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de contentieux pénal en la matière, bien au contraire, mais je pense qu'il y a une grande différenciation entre les affaires qui mobilisent l'opinion publique, on va dire, par exemple concernant certains élus ou certains collaborateurs de cabinet, puisque je connais relativement bien ce statut, et on va dire une pratique très usuelle qui, à mon avis, passe davantage par une logique préventive et de culture déontologique plutôt que par des logiques répressives. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas, et j'en terminerai par là, il ne faudrait pas que d'une culture de la déontologie, on passe à une culture de la paralysie publique par peur en fait d'aller au pénal. Je pense que ça serait vraiment une très mauvaise chose. C'est pour ça que les réformes déontologues ont une importance. Mais là encore, tout dépend de la communication. Ça a été très bien dit ce matin. Moi, je fais partie d'un CDG qui, malheureusement, bien qu'il soit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, n'a pas fait appel au service d'Élise. Donc, du coup, je le regrette. Ça me serait un grand plaisir de travailler avec elle. Mais le CDG 01 n'a pas fait appel à elle, malheureusement. Il faut qu'Élise, tu te mobilises sur ça. Mais moi, le CDG 01 n'a jamais communiqué auprès de ma collectivité. J'en ai encore reparlé hier avec le service RH, n'a jamais communiqué sur ces choses-là. Et mon service RH, qui est composé uniquement d'une seule personne, n'a pas forcément le temps de mettre en place des formations déontologiques. Donc, on a une vraie problématique dans les petites collectivités. Et pourtant, lorsqu'on regarde les condamnations pénales, on constate que les maires, notamment, je reviens sur les élus locaux, les maires qui se font condamner ne sont pas forcément des maires des très grosses collectivités. Alors, bien sûr, il y a eu Givors, il y a eu Sanary-sur-Mer récemment, mais les deux jurisprudences dont je vous parlais, c'est des maires de communes de moins de 1000 habitants. 500 habitants pour l'une. Est-ce que ces gens-là ont une ingénierie en interne? La DGS a aussi été condamnée sur cette problématique. Est-ce qu'ils ont en interne les moyens d'assurer le suivi déontologique? Personnellement, j'en doute fortement, pour ne pas dire que je suis certain que ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'était un petit peu le témoignage que je voulais apporter aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Bénétulière. Je pense que nos collègues, notamment de la haute autorité, ont dû écouter avec attention votre démonstration sur vos différentes activités
Voilà, je pense que ça a pu les intéresser, mais l'ensemble de nos collègues aussi réagiront parce que vous avez finalement soulevé un certain nombre de questions que l'on va pour l'instant mettre de côté. Peut-être nos collègues universitaires déontologues aussi voudront répondre sur ce que vous avez avancé concernant les enjeux. Alors, je vois qu'il y a des réactions dans le chat et des questions. Je note. On va pour l'instant terminer les interventions. Donc, c'est Élise Intermédiaire-Carléo qui termine les interventions sur, là aussi, éventuellement, son constat de sa situation en tant que référente déontologue. Et je note les questions et on pourra voir après sur ces enjeux. Je laisse Élise prendre la parole. Merci cher Christophe. Je vais faire court parce que beaucoup de choses ont été dites et je rejoins complètement ce qui a été dit avant moi, en particulier sur le bilan. Je fais plus ou moins exactement le même bilan qu'Emmanuel Aubin. Moi aussi, j'ai beaucoup de demandes irrecevables ou à la frontière de l'irrecevabilité et qui me font de la peine. Je vois que les agents sont très demandeurs, et ce n'est pas le rôle du référent déontologue que de leur répondre, sont très en demande de renseignements sur leurs droits statutaires. Ils ont très envie de trouver un interlocuteur extérieur à leur collectivité qui serait en mesure de leur répondre sur leurs droits à formation, leurs droits à congé, le paiement de leurs heures supplémentaires. Et alors moi, je suis un peu démunie parce que je ne suis pas compétente pour leur répondre, mais en même temps, ils me font de la peine. Alors, quelquefois, je me permets de leur donner des liens vers les pages servicepublic.fr sans jamais prendre position sur le fond. Et puis, je les renseigne bien sûr sur la démarche déontologique. Comment doivent-ils faire pour faire valoir leurs droits auprès de leur autorité hiérarchique? Mais c'est vrai qu'on a créé les référents déontologues et je me rends compte qu'ils sont là pour apporter tout conseil utile au respect des obligations professionnelles. Mais c'est vrai que l'envers de l'obligation, c'est le droit statutaire. Et c'est vrai que du coup, il y a un angle mort. Alors là, je sors du sujet, hein, c'est plus de déontologie dont il est question, mais les obligations et les droits sont quand même très liés. Et donc, il y a une vraie demande, je crois, de la part des agents qui voudraient pouvoir aussi s'adresser à quelqu'un d'extérieur sur les droits statutaires dont ils bénéficient. Et beaucoup de souffrance aussi, comme le disait Emmanuel, parce qu'en matière de cumul d'activités, qu'il s'agisse d'activités accessoires ou de création d'entreprises en cumul avec les fonctions à temps partiel, on voit qu'on a beaucoup d'agents de catégorie B et surtout C qui essayent de trouver une solution pour boucler les fins de mois. Et la liste des catégories accessoires, vous savez, je le rappelle, peut-être tout le monde ne le sait pas dans l'Assemblée, mais seules les activités accessoires au sens de l'article 11 du décret de 2020 peuvent être exercées en cumul avec des fonctions à temps complet et à temps plein. Et cette liste, elle est quand même assez restrictive, notamment pour les agents de catégorie C. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on trouve en premier dans cette liste? On trouve les activités de formation et d'enseignement. Et effectivement, alors bien sûr, ça s'est un petit peu assoupli parce que désormais, les activités d'enseignement ne sont pas forcément en lien avec les fonctions exercées, ce qui était le cas autrefois. Donc, un agent qui est adjoint administratif devrait bien donner des cours de yoga. Mais quand même, les activités d'enseignement et de formation ou voire de consultation, elles sont plutôt elles bénéficient plutôt aux catégories A. Et donc, on voit des catégories C en souffrance qui ont vraiment des rémunérations assez faibles et à qui on doit répondre, eh ben non, là, ça ne rentre pas dans la liste. Vous voulez faire de la vente à domicile? Non, ça ne passe pas. Vous êtes webmaster, mais vous répondez à 1 ou 2 contrats tous les 2-3 mois, donc vraiment pas grand-chose. Hein. Ben non, ça ne passe pas, il faut passer à temps partiel. Vous êtes assez bon en photographie, donc parfois on vous demande, c'est le bouche à oreille, de faire les photos sur un mariage, ça vous arrive 3 fois par an. Ben non, il faudrait passer à temps partiel. Donc c'est quand même dur de voir ces agents et de leur dire mais non, il faut passer à temps partiel si vous voulez exercer cette activité et être à titre professionnel. Donc, je réitère la position que j'ai exprimée dans mon dernier rapport. Je crois qu'il faudrait vraiment réfléchir sur cette notion d'activité accessoire et peut-être plutôt réfléchir en termes de volume horaire et de volume et aussi de plafond de rémunération.
parce que je pense qu'il y a des catégories A, voire des catégories A+, qui peuvent plus que doubler leur rémunération. Alors, Sébastien Bénétulière évoquait aussi les enseignants-chercheurs qui peuvent exercer les professions libérales qui, dans le prolongement de l'exercice de leurs fonctions. Je pense qu'il y a quand même des personnels catégorie A ou A+, qui font plus que doubler leur rémunération grâce à des activités en parallèle de leur activité publique, de leur emploi public. Alors que les catégories C, on est quand même assez dur avec eux en les limitant très fortement en raison de cette liste des activités accessoires. Après, la deuxième idée sur laquelle que je voulais développer pour élargir sur les conflits d'intérêts, bon, c'est vrai que les référents déontologues, le conflit d'intérêts est au cœur de leur mission parce que quand on travaille, quand on répond à des questions sur du cumul d'activités ou du départ vers le secteur privé ou de la création d'entreprises, bah, on est au cœur de la thématique des conflits d'intérêts puisqu'il y a potentiellement conflit entre l'intérêt public que poursuit l'agent dans le cadre de ses fonctions et un autre intérêt professionnel lié à l'exercice d'une activité professionnelle en cumul. Mais au-delà de ces questions de cumul et de création d'entreprises, je dois dire que j'attendais le guide de la haute autorité avec impatience hein, sur les conflits d'intérêts. Et je trouve qu'il est vraiment bien fait. J'ai trouvé des réponses sur la façon d'appréhender les conflits publics qui concernent plus les élus que les agents, même si on peut avoir des cas quand même au niveau des agents. Hein. Là, je viens de traiter une saisine sur la possibilité d'un agent de siéger dans le conseil d'administration d'une association paramunicipale. Donc, la question des conflits publics concerne aussi, même si c'est plus marginal, les agents. Et ce que je voulais dire, pour profiter de mon temps de parole, c'était de dire que, bah voilà, après, ça va faire 3 ans que j'exerce ces fonctions de référent déontologue. Et ces saisines qui portent sur les conflits d'intérêts, c'est toujours des angles morts, ça me demande toujours énormément de réflexion. Je prends toujours beaucoup de précautions avant de répondre, je réfléchis. Je vais vous donner quelques exemples de cas concrets pour peut-être lancer les débats. Je vous donne par exemple des saisines, hein, j'anonymise bien sûr. C'est un agent qui me demande si sa collectivité peut louer le gîte. On est dans une petite collectivité. Est-ce qu'une collectivité peut louer le gîte qui est géré par son épouse pour y installer des artistes en résidence dans la collectivité? C'est pas si évident que ça, enfin moi je trouve, hein, de répondre. C'est un DGS qui m'interroge sur la possibilité d'avoir recours aux prestations d'un ancien agent de la collectivité qui est placé en disponibilité, qui a créé son entreprise, mais comme c'est un ancien agent, c'est le seul dans l'urgence à connaître le travail, les besoins de la collectivité, et il est plus à même que d'autres d'intervenir très rapidement. C'est encore un directeur de cabinet qui me demande s'il doit prendre des mesures préventives des conflits d'intérêts parce que sa femme a été élue conseiller municipal dans la même commune. Vous voyez, donc et cette question, elle est revenue dans des configurations plus ou moins semblables, mais cette question, elle est revenue plusieurs fois parmi mes saisines. Et je trouve que ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours, on a besoin d'une cartographie la plus fine possible de ces conflits d'intérêts parce que c'est aussi le cas, j'ai oublié de l'évoquer, bien sûr, de l'agent qui participe à une procédure de passation du marché et qui connaît, mais vaguement seulement, c'est pas un ami de toujours, mais c'est une connaissance, quelqu'un qui dirige une entreprise qui va candidater. Donc, vous voyez, c'est très difficile de statuer, c'est toujours des affaires de cas d'espèce. Et je trouve que c'est une des grandes difficultés des missions du référent déontologue. Cette diversité des cas d'espèce, on ne trouve jamais une référence, un précédent tout à fait similaire. Il y a toujours des petites différences et c'est extrêmement difficile de prendre position, même après 3 ans d'exercice de ces fonctions. Voilà, je n'en dis pas plus parce que j'aime autant laisser la place au débat
Et je m'arrête là. Merci. Merci Élise pour le témoignage aussi, pour la mise en perspective d'un certain nombre d'éléments qui complètent ce que les précédents intervenants ont évoqué et en laissant encore certaines questions de M. Bénétulière de côté, sur lesquelles peut-être on reviendra. Je vois qu'il y a déjà donc des demandes de questions où d'habitude on a toujours la difficulté de la première. Il y a déjà des demandes de questions, donc là aussi je pense que le plus intéressant c'est évidemment les échanges. Et donc M. Beaufils Claude a levé la main, donc je suppose pour une question. Voilà, j'arrive. Vous m'entendez là? Donc, effectivement, moi, je voulais très, très rapidement abonder et confirmer ce qui a été dit. En particulier, j'ai particulièrement été intéressé par le passage du droit à la sociologie du fait de M. Aubin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, particulièrement les agents de catégorie C sont demandeurs. Ça a été dit et très bien dit, je n'y reviens pas. J'insisterai par contre sur les incompatibilités telles qu'elles ont été aussi décrites et dont je partage l'intérêt. Et lorsque je me trouve en situation de répondre à une situation d'incompatibilité, je ne laisse jamais personne dans la nature. Je prends mon téléphone et je discute quelques moments avec les intéressés pour les orienter sur le service idoine qui pourrait les renseigner. Et c'est là que l'on s'aperçoit, alors je le dis avec mes mots de façon brute parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on s'aperçoit aujourd'hui que les services RH dans les grandes collectivités, soit sont débordés, donc la question de déontologie, tu reviendras mon petit plus tard, on verra ça plus tard, soit dans les petites collectivités, ça n'existe pas, donc ils sont complètement paumés. Quand on parle je les renvoie sur l'organisation syndicale, les syndicats, alors ils sont grillés, ils n'existent plus non plus, donc effectivement, la seule personne qui existe aujourd'hui, et Élise en a parlé, et Sébastien également, c'est le référent déontologue. Et je donne aussi une image, j'aime bien les raccourcis, parfois, je deviens le curé de la fonction publique territoriale. Moi, je confesse, de façon régulière, je confesse. Alors ça fait certes du bien, mais effectivement ça sort un peu de l'épure du déonto. Moi je voulais revenir sur deux points par contre parce qu'on n'en a pas parlé. Je rappelle que la loi de 2016, lorsqu'elle est parue, elle engageait, je vais prendre un terme assez neutre, elle engageait à une révision de toutes les décisions qui avaient été prises en amont. Alors là, il y a à boire et à manger pour m'y être attaqué. Je m'y suis cassé les dents, bien évidemment, puisqu'il faut surtout pas y toucher. Personne, il y avait un consensus de pacte social interne, il fallait surtout pas y toucher. Mais j'ai trouvé des situations, là, je vous le livre à titre anecdotique, mais ça existe. Vous aviez un agent d'une collectivité territoriale qui avait acheté un bulldozer et qui creusait des piscines le week-end. Je dis, mais vous êtes fou d'avoir autorisé ça, les accidents de travail, ça paraissait normal. Non, faut pas y toucher. Le maire, il a dit que c'était bon. Mais on est dans des situations parfois ubuesques. Donc la loi, j'insiste bien, les autorisations avant 2016 auraient dû être revues à l'aune de la loi de 2016. On en est bien loin. Et puis le dernier point sur lequel je voulais là, j'ai pris un exemple du passé. Je prends un exemple maintenant de l'avenir. J'ai lu très récemment une publication. Alors je ne me souviens plus le titre et l'origine. D'un sachant très intéressant qui nous parlait des conflits d'intérêts liés à la mutualisation des services entre une commune et une communauté de communes. Je pense que c'est un sujet qui va nous être soumis très prochainement parce qu'il peut très bien arriver qu'un agent d'une commune X, membre mutualisé d'une Comcom Y, participe à l'élaboration d'un projet, d'un dossier, et qu'il soit également décideur au titre de la mutualisation, au titre de la communauté de communes. C'est un sujet sur lequel nous aurons à réfléchir. J'ai dit. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Du coup, peut-être Madame de Tonac, sur la dernière question, on l'a soulevée. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé ou sur ces enjeux de conflit d'intérêts dans le cadre des mutualisations de services? Alors, pas spécifiquement, donc je ne vais pas forcément pouvoir apporter beaucoup d'éléments là-dessus, mais en tout cas, oui, c'est évident que ça peut être une façon d'aborder le conflit d'intérêts dans une perspective, on va dire, public-public, même si, encore une fois, je pense que nous, on considère très rarement qu'entre une communauté de communes et une commune, il puisse y avoir, on va dire, un conflit quelque part, parce qu'a priori, on est vraiment dans des intérêts qui convergent. Et donc, bon, c'est assez délicat. Nous, on a pu se poser la question, par exemple,
entre un intérêt purement local et un intérêt national. Alors même si c'est deux intérêts publics, c'est une question qui s'est posée par exemple pour le cas d'élus locaux qui deviennent conseillers ministériels. Est-ce que c'est la même chose de défendre l'intérêt local et de devoir passer à l'échelon national? Bon, voilà, je n'ai pas d'éléments plus précis que ça à vous donner. Je voulais juste profiter d'avoir la parole pour rebondir sur quelque chose qu'a dit Élise Untermaier-Kirléo. Simplement peut-être pour se rassurer, mais nous, on a énormément de difficultés aussi à apprécier le conflit d'intérêts et c'est à mon avis, j'allais dire, intrinsèque à cette notion-là parce que déjà, elle évolue énormément, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans un contexte où le législateur prend la décision d'encourager les mobilités publiques-privées, prend la décision de multiplier les régimes dérogatoires au fait que le fonctionnaire doit consacrer l'intégralité de ses fonctions, de son temps à ses fonctions publiques et lui permet de cumuler son activité de plein de manières, etc. On est forcément confronté à cette recherche d'équilibre et qui est très difficile. Et nous, en fait, on s'est posé la question même, est-ce qu'on pouvait faire un guide du conflit d'intérêts? Est-ce que c'était possible de poser noir sur blanc des choses un peu, des schémas, des tableaux? C'était pas facile comme exercice, ça nous a pris du temps aussi. C'est pour ça que voilà, on a pris le temps de faire ce guide correctement parce que, en fait, c'est tellement lié au cas qui se présente et ça demande tellement de rentrer dans la petite histoire de chaque agent ou de chaque personne investie d'une mission de service public, quelle qu'elle soit. Donc, moi, j'ai bien aimé aussi écouter les interventions de messieurs Aubin et monsieur Bénétulière parce que, voilà, on rentre là-dedans dans cette nécessairement, on fait aussi quelque chose on fait un peu de sociologie aussi parfois, même si, j'insiste, il y a aussi des critères très objectifs sur lesquels on est obligé là de dire il y a une limite, on ne peut pas y aller, on ne peut pas le faire. Et souvent, c'est en fait ce qui nous guide, c'est la volonté de protéger l'agent lui-même. Et là aussi, je pense qu'il y a vraiment une inversion de la vision de la déontologie qu'il faut faire. C'est qu'elle n'est pas contre l'agent, elle n'est pas contre le responsable public, elle le protège. Elle le protège en termes d'image, elle le protège en termes pénal, etc. Donc voilà, je réinsiste un peu là-dessus, mais parce que c'est toujours bien de pouvoir le dire. Mais en tout cas, j'ai trouvé très intéressant de vous entendre, encore une fois, témoigner sur ce que vous vivez quotidiennement dans vos fonctions. Merci. Est-ce que juste sur le point qui a été soulevé par M. Beaufils, est-ce que Élise ou M. Aubin, vous voulez réagir ou pas forcément? Parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Mais... non, apparemment pas forcément. Ok, très bien. Donc il y a une deuxième question. Alors je suis désolé, je vois que le prénom, donc je vais dire Monsieur Louis, mais je n'ai que l'affichage de votre prénom. Donc voilà, allez-y pour votre question du coup. Alors, donc, je vais aller un peu au-delà de la première moitié du prénom. Je suis Louis-Jean Villard et je suis le référent déontologue pour le CDG 74 qui, par convention, agit également pour le CDG 01. C'était une précision sur les propos de Sébastien Bénétulière. Simplement, peut-être juste pour préciser que dans le volume d'activité, il y a également une magistrate qui assure cette fonction pour les deux CDG, 74 et 01. Dans notre activité sur les années 2019 et 2020, c'est grosso modo 55% pour le 74 et 45% pour le 01. Donc, je pense qu'à une époque, l'information a bien dû passer au niveau du département de l'Ain. Mais comme d'habitude, ce sont des informations qu'il faut réitérer régulièrement, surtout après le changement des exécutifs locaux et puis les modifications qu'il y a sans doute à l'intérieur des conseils d'administration des centres de gestion. Et je me permettrai juste d'ajouter, quand ce matin, il y avait un débat sur faut-il être juriste, ne faut-il pas être juriste, est-ce qu'il faut être en interne, est-ce qu'il ne faut pas être en interne, le tout est dans la modération. Je pense qu'effectivement, une formation juridique au départ est quand même nécessaire pour parfois aller un peu dans les arcanes et surtout aller dans la jurisprudence, parce que c'est sans doute là qu'on trouve le plus de richesse. Si on s'arrête à l'analyse du texte, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué. Mais il ne faut pas perdre le côté pragmatique de la chose, c'est-à-dire aussi une certaine connaissance de son territoire. La problématique, par exemple, du monde de la montagne avec les stations de ski où tout le monde connaît tout le monde et où c'est
un peu problématique si c'est l'employeur qui saisit. Si c'est l'agent, ça va, il y a une confidentialité parfaite. Si c'est l'employeur, c'est plus compliqué. Et puis, pour les territoires transfrontaliers également, la découverte comment dire, de la Constitution et du mode d'administration, notamment du canton de Genève, puisqu'il y a une perméabilité entre le département de la Haute-Savoie, le département de l'Ain et la fonction publique, entre guillemets, de ce canton suisse. Voilà, c'était juste une précision et je me rapprocherai du CDG 01 pour leur dire de relancer la publicité afin que M. Bénétulière ait la bonne information au bon moment. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Donc voilà, Monsieur Bénétulière, vous avez votre CDG, vous avez votre référent d'odontologue. Ce ne sera pas Élise, en tout cas pas pour l'instant. Il y aura d'autres options en la matière. Alors, je n'ai pas vu de personne lever la main. J'ai vu des questions ou des remarques dans le chat. Je vois qu'il y en a une qui est un peu liée. Donc, on va peut-être prendre d'abord celle-ci et puis je remonterai un petit peu après. Mais alors là aussi, monsieur ou madame, je suis désolé, je ne vois pas le prénom, Pichon qui du coup voulait intervenir. Et du coup, voilà, je vous laisse intervenir pour votre question. Alors, bon, on a perdu. Ah, voilà, ça y est. Je vous en prie. On ne vous entend pas. Oui. Le bouton en bas à gauche. Oui. Désactiver le son, activer le son, en bas à gauche de votre écran. Alors, le micro est activé, du coup. Non, c'est la question qui est à l'écrit dans le chat, peut-être. Non, oui, sinon posez votre question dans le chat et je la lirai. Parce que je vois que vous vouliez intervenir sur l'obligation de temps partiel pour exercer un cumul d'activités. Mais du coup, peut-être une question plus précise par rapport à ce point. Du coup, on va. Non, ça marche pas. Alors là, je ne vois pas le chat non plus. Bon. Du coup, on va peut-être vous laisser le temps de chercher. Voilà. Et je remonte dans le chat. Donc, il y avait eu d'autres remarques. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément des demandes d'intervention, parce que je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées pour l'instant. Mais un peu au début, il y avait. Je pense, M. Théo Belmont qui voulait peut-être intervenir, je ne sais pas. Hein, c'était une remarque qui était faite sur justement l'internationalisation du nouveau dispositif. Donc du coup, voilà, est-ce que M. Belmont voulait éventuellement intervenir, reformuler la question qui était sur le cadre du dispositif depuis la réforme avec l'internationalisation du dispositif? C'était en tout cas une remarque. D'accord, très bien. Je poursuis. Il y avait eu aussi une remarque sur la liste des activités accessoires de la part de monsieur ou madame, je n'ai pas, Duval. Je ne sais pas là aussi s'il y avait vraiment une volonté d'intervenir ou si c'était juste une remarque du chat. Donc, éventuellement, monsieur ou madame Duval. Oui, c'est madame Fitte Duval. D'accord, je ne voyais pas, désolé, je ne voyais pas votre prénom. C'est pas grave, c'est mon nom de famille qui est composé. Je suis référente déontologue au CDG 64 et je suis aussi universitaire. Et c'est vrai que j'avais un peu le sentiment, effectivement, que la liste des activités accessoires était assez stricte. Et parfois, nous mettait effectivement dans une position un peu de frustration pour des activités qui, manifestement, ne peuvent pas donner lieu à une création d'entreprise. Alors, c'est pour ça que j'abondais dans le sens du professeur Aubin et aussi de madame Untermeyer. Je ne sais pas si, du coup, j'aurais voulu m'adresser à la représentante de la haute autorité, savoir si si c'est dans les cartons où il est question éventuellement de réfléchir de nouveau à cette liste, puisque justement la haute autorité n'intervient pas sur les activités accessoires, du coup, nous sommes vraiment en première ligne.
Alors, du coup, je vais avoir du mal à vous répondre parce que nous, effectivement, on est consulté sur tout ce qui concerne les missions de la Haute Autorité pour faire des propositions, pour éventuellement donner notre avis sur comment on pourrait faire avancer les textes d'application de nos missions. Mais comme on n'a pas de compétences sur le cumul d'activités accessoires, je n'ai pas d'éléments à vous donner sur ce point. Après, nous, on y a quand même été énormément confrontés depuis un an. Parce qu'on a eu, surtout au début, dès le 1er février 2020, on a eu une quantité de saisines directes de la part d'autorités hiérarchiques, voire d'agents sur des situations de cumul d'activités accessoires. Donc, on a forcément dû, nous, se pencher aussi sur cette liste pour être sûr qu'on… En fait, parce que bien souvent, les autorités hiérarchiques ou les agents ne nous disent pas, eux, ce qu'ils pensent que c'est comme cumul d'activités. Donc, c'est à nous de faire un peu la part des choses. Donc, on a dû se pencher sur cette liste, effectivement, qui est assez restrictive. Et c'est vrai qu'il y a aussi des éléments sur la création-reprise d'entreprise et des régimes de cumul d'activités accessoires qui peuvent porter un peu à confusion. Je ne peux pas vous donner de précision, par contre, sur la liste elle-même et sur une évolution possible, puisque, très honnêtement, ça dépasse notre champ de compétences. D'accord, je vous remercie. Merci. Du coup, Élise, oui, peut-être tu voulais réagir sur ce point-là? Oui, justement, c'est juste en réaction sur la question des activités accessoires. C'est vrai que ça échappe à la compétence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, de même que ça échappait à la compétence de la Commission déontologie de la fonction publique. Donc, c'est vrai que les référents déontologues, ils n'ont pas de base de données, de base de référence, parce que c'est clair que jusqu'ici, pour répondre aux questions qui nous sont posées par les agents, on utilise essentiellement les rapports d'activité de la Commission déontologie de la fonction publique, et puis on attend la jurisprudence à venir de la Haute Autorité. Et du coup, je reviens sur quelque chose qu'on n'a pas eu le temps ou très très marginalement d'évoquer ce matin. Je crois que c'est important que les référents déontologues rédigent des rapports d'activité, mettent en ligne le maximum leurs bases de données, leurs avis, ou en tout cas des résumés, des foires aux questions, enfin sous n'importe quel format. Mais il est important que ce soit, puisque là on n'est pas sous la houlette de la Haute Autorité, c'est important que les référents déontologues rendent un minimum transparente leur activité dans le respect de l'anonymat, sans qu'on puisse identifier les personnes et les collectivités concernées, évidemment. Mais je pense que c'est important qu'on publie des rapports d'activité ou qu'on mette en ligne, moi je publie mon rapport, j'ai mis en ligne sur le site du CDG toute une série de foires aux questions avec en fait une sorte de, ce ne sont pas les avis que je rends, mais des résumés pratiquement. Et je sais que d'autres référents déontologues, notamment du côté du Doubs, Franche-Comté, il y a plusieurs départements qui ont mutualisé les fonctions. Je ne sais pas si les référents déontologues sont présents, ils forment un collège, je ne sais pas s'ils sont présents dans le public, mais ils publient énormément d'avis. Et je sais que je les utilise beaucoup et je sais que d'autres référents utilisent aussi. C'est à nous de faire cet effort avec les CDG, avec l'aide des CDG, bien sûr, de publier et de mettre en ligne ces décisions. Parce que il y a pas d'autres, il y a très peu de jurisprudence sur les activités accessoires, je veux dire de jurisprudence administrative sur les activités accessoires. Donc, c'est à nous d'échanger entre nous et on en revient encore une fois, c'est vraiment le maître mot de la journée, à l'importance du réseau et du partage d'informations. Donc, voilà. Merci, Élise. Alors, du coup, est-ce que Madame Pichon, ça remarche ou… Bon, pas sûr. Ok. Du coup, alors il y a le CDG 83, du coup, j'ai pas de nom, qui souhaitait poser une question, donc je vais laisser le CDG 83 intervenir. On n'a pas votre son, le CDG 83. Vous m'entendez là? Très bien. D'accord. Je voulais effectivement rebondir sur l'activité accessoire. Je me souviens avoir eu une conversation avec une personne de la commission de déontologie qui peut-être était là ce matin, qui m'avait dit à l'époque, oui, mais en fait, vous êtes en train d'inverser la problématique. Normalement, c'est non, il n'y a pas de cumul d'activité et on a été un peu sympa, on vous a ouvert un petit peu les vannes. C'était par rapport notamment à la notion d'expertise et conseil. Et c'est vrai qu'on aurait aimé que la haute autorité prennent un petit peu aussi les devants et acceptent de jouer ce rôle. Je sais que Élise l'a dit ce matin et je partage cet avis et je le dis moi-même. C'est vrai que ce serait bien qu'il y ait un réseau un peu comme il y a pour le défenseur des droits. Après, je sais que le CNFPT a mis en place
un réseau qui s'appelle déontologie. Et c'est vrai qu'au final, on pourrait se l'approprier aussi et on pourrait éventuellement oser se poser des questions déontologiques là-dessus pour échanger. Parce que moi, c'est vrai que parfois, j'ai des cas où je me dis c'est la limite. Par exemple, on va prendre la personne qui dit qu'elle elle fait de la confection de vêtements. Mais en fait, après, au bout d'un moment, ça se développe un petit peu. Justement, parce qu'elle veut continuer à être fonctionnaire, elle voudrait faire appel à d'autres personnes pour confectionner les vêtements et elle ferait juste les patrons. Du coup, c'est vrai qu'on est toujours un peu à la limite et on se dit que c'est quand même complètement ubuesque parce qu'au final, elle va faire travailler une association d'handicapés pour recycler des vêtements. Elle va être plus disponible encore parce qu'elle va faire que les patrons et on va lui dire en gros, non, il faudrait que tu prennes plus de temps encore pour faire toi-même tes vêtements, sinon, c'est pas tout à fait bon. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Pour revenir sur pourquoi est-ce que certains CDG ne diffusent pas les avis, alors moi, je ne parle pas de mon avis, je parle de l'avis des membres du collège référent déontologue du CDG 83. Eux, au départ, ils étaient d'accord, puis après, finalement, ils se sont ravisés parce qu'ils se sont rendus compte qu'à chaque fois, il y avait des subtilités. Et nous, au CDG 83, on reçoit beaucoup les agents. On essaye vraiment de faire la pédagogie au niveau oral, une conversation avec eux pour qu'ils comprennent pourquoi on leur met des limites et pourquoi on va leur dire oui, mais attention, il faudra quand même il faudra accepter des réserves parce que justement, il y a une appréhension que les avis soient mal compris. Et du coup, si on développe un peu trop en disant dans ce cas-là, etc., du coup, quand on est un petit département, finalement, la personne a l'impression qu'on est un petit peu dévoyé sa situation. Parce que c'est vrai que nous, c'est assez facile de retrouver en fait un agent par rapport à s'il est dans un EPCI, des métropoles, etc. C'est vrai que c'est peut-être l'inconvénient d'être sur le Var, c'est que finalement, on a peur que les autres agents puissent se reconnaître. Et la peur que si on vulgarise et qu'on donne accès à tout le monde, et c'est ce que m'avait dit la commission de déontologie à l'époque, parce que moi-même, j'avais eu ces débats-là avec des personnes de la commission de déontologie, j'avais dit, mais pourquoi est-ce que vous ne publiez pas plus d'avis? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas une base de données comme Légifrance? Nous, ça nous aiderait. Et on m'avait répondu la même chose. Finalement, à l'époque, on m'avait dit, oui, mais le problème, c'est que pas tout le monde est capable de l'entendre, de comprendre que son cas, lui, ne rentre pas dans telle situation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a institué un collège pour que les personnes puissent avoir un traitement de leur cas particulier. Voilà, c'était juste. Après, moi, je remercie énormément les collègues qui, eux, diffusent leurs avis parce que moi-même, ça peut me servir. Et puis, j'espère vraiment qu'on va utiliser des outils tels que, par exemple, le CNFPT nous a donné pour échanger. Moi, je serai la première à accepter de jouer le jeu et j'espère que demain, ça pourrait être quelque chose de concret, de pouvoir vraiment partager sur des questions, notamment d'activités accessoires. Et ça serait bien que la haute autorité puisse discuter pour éventuellement s'approprier cette problématique et d'ailleurs qui pourrait rentrer dans les conseils qu'elle peut donner aux autorités territoriales parce que nous, on a ce problème-là aussi. On a les employeurs qui nous saisissent constamment pour des activités accessoires. Donc souvent, pour ne pas trop refaire des pirouettes et puis dire non, finalement, on n'est pas compétent, il faut aller voir telle personne, etc. On dit oui, alors on comprend que vous posiez votre question par rapport au temps partiel, mais indirectement, vous savez qu'il y aurait cette solution-là. Voilà, et on va dire envisageable ou pas envisageable pour quand même apporter un début de réponse aux collectivités, pour ne pas les perdre, parce que déjà, elles s'intéressent à la déontologie, donc on voudrait répondre présent. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour votre témoignage. Je crois que Madame de Tonac voulait réagir. Oui, alors en fait, je vais surtout laisser réagir Marie-Charlotte Litou, qui travaille aussi à la haute autorité et qui est là, qui entend les questions et qui là-dessus pourra vous apporter des éléments, je pense, de réponse. Marie-Charlotte, si tu... Oui, merci Aurélia. Marie-Charlotte Litou, je suis responsable des études et des partenariats. Je vais intervenir juste après cette table ronde pour justement présenter le bilan des contrôles déontologiques. Je voulais rebondir justement sur cette idée de réseau des référents déontologues. C'est vrai que l'année 2020 a été un peu spéciale pour tout le monde en termes d'organisation d'événements, mais depuis 2016 et la mise en place des référents déontologues, la haute autorité a quand même tenu à échanger régulièrement avec eux, à institutionnaliser un dialogue récurrent. C'est vrai que le problème qu'on a eu surtout avec les collectivités territoriales, c'est qu'on a moins réussi aussi à identifier les référents déontologues de collectivités. Il y a moins de publicité qui est faite en source ouverte, notamment sur les sites Internet. Je sais que des participants ont mentionné aussi ça ce matin. Mais la haute autorité a quand même été dans une mission de pédagogie, d'accompagnement des référents déontologues, même dans les quelques mois qui ont précédé la mise en œuvre de la réforme avant le 1er février, la haute autorité a répondu à beaucoup de questions juridiques informelles de référents déontologues sur des points juridiques, sur les nouvelles procédures.
alors que nous-mêmes étions un peu dans le flou, puisqu'on va le voir, les décrets d'application sont intervenus assez tardivement. Sur le réseau aussi, la Haute Autorité a organisé plusieurs rencontres des référents odontologues en 2018 et en 2019, justement sur la base, organisant des retours d'expérience avec des ateliers pratiques. C'est vrai que malheureusement, cette année, enfin en 2020, cette rencontre n'a pas pu se tenir, mais je vous annonce aussi qu'une troisième rencontre aura lieu en septembre prochain, normalement en présentiel si les conditions sanitaires nous le permettent. Donc, j'invite bien sûr aussi, je ne sais pas si on pourra le faire après, mais à tous les référents odontologues qui sont présents et qui souhaitent, qu'on n'a pas encore peut-être identifié, qu'on n'a pas encore dans notre répertoire, à me communiquer leurs coordonnées pour qu'ils soient aussi après dans notre liste de diffusion pour aussi l'ensemble des publications que la Haute Autorité met en ligne, que ce soit le guide déontologique ou d'autres outils. La Haute Autorité, pour la mise en place de la loi de transformation de la fonction publique, a mis un certain nombre d'outils en ligne sur son site, une foire aux questions, un certain nombre de schémas récapitulatifs aussi, pour guider les autorités hiérarchiques et les référents odontologues dans leur mission. S'agissant plus d'une aide juridique aussi, la Haute Autorité publie tous les 2 mois une veille juridique. Je sais que certains sont déjà abonnés, mais si vous le souhaitez, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un mail pour qu'on vous inscrive sur cette liste de diffusion. Donc, je sais que les référents odontologues sont en attente d'un soutien et d'un accompagnement de la Haute Autorité. Après, il faut appeler aussi que dans la loi ne nous donne aussi aucune, entre guillemets, autorité hiérarchique sur les référents odontologues. Donc, c'est pour ça que nous avons fait le choix d'animer ce réseau plus informel pour permettre aux référents odontologues d'échanger aussi sur les problématiques qu'ils rencontrent tous les jours dans leur fonction. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, n'hésitez pas à... Merci pour votre intervention. CDG 83, oui, c'était par rapport à ces enjeux. Mais j'ai vu aussi sur le chat que l'idée du réseau, enfin plusieurs, se sont manifestés. Ça, c'est une bonne idée. Et j'ai relevé aussi que finalement, le sujet était assez compliqué pour la partie d'open data, entre guillemets. Il faut publier, pas publier selon les cas. Donc voilà, donc ça montre que l'ouverture des éléments ou la transparence, c'est pas toujours forcément quelque chose de facile sur ces enjeux. Alors, il y a eu donc des personnes qui ont levé la main. Monsieur Beaufils, oui, je vous en prie. Oui, je reviens 2 petites minutes. Tout d'abord avec une boutade, vous savez que le déontologue, moi je me réfère souvent à Aristote qui a parlé de la déontologie le premier. Aristote avait les cheveux blancs et une barbe blanche, donc pour ceux qui me regardent, j'incarne la sagesse. Donc ça me permet de dire un certain nombre de points, et je vais en dire un qui va aussi certainement un peu déranger de façon très 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 amicale. Mes chers amis, mes chers collègues, mes chers camarades déontologues, n'attendons pas l'hypothétique rapprochement, parce que l'histoire prouve que ce sera très très dur, des CDG et du CNFPT pour avoir une base de retrouvailles. Prenons notre destin en main et créons notre propre réseau. L'appel est lancé. Merci. Merci pour votre intervention. Madame Icard ? Oui, alors, je n'avais pas prévu de rebondir sur la sagesse de Monsieur Beaufils, mais c'est bien aussi pour ça qu'on vous a tous invités, en lien également avec la Fédération nationale des centres de gestion. Et puis, je vous rassure, la fédération comme au niveau local, nous travaillons très bien avec le CNFPT. Mais je voulais réagir sur le sujet des conflits d'intérêts. Donc là, on voit que vous êtes, vous, référents, et puis les différents acteurs en prise avec toutes ces questions du quotidien. Moi, ce que j'observe aussi, c'est que notamment les réseaux d'influence, les différents acteurs, les lobbying, les acteurs extérieurs font évoluer aussi
leurs approches au regard du droit qui change. Et je pense que ça, c'est aussi important de l'intégrer dans nos réflexions, c'est comment anticiper tout ça, parce que ça va devenir aussi de plus en plus subtil. Là, les questions que j'entends que vous avez, bon, elles doivent être très compliquées à accompagner, les réponses doivent être complexes évidemment, mais moi, ce que j'observe dans ma pratique, c'est que ça devient de plus en plus subtil et que le monde des réseaux en lien avec les intérêts des uns et des autres, le fait qu'il y ait plein de réseaux imbriqués et qu'ils ne soient pas forcément non plus totalement transparents, pour moi, ça, c'est un sujet d'avenir. Je ne sais pas si ça serait le sujet de la haute autorité et des référents déontologues, mais en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est un sujet comme fonctionnaire. Merci pour votre réaction, intervention. Je n'ai pas vu d'autres questions. Alors, je vois qu'on approche, je crois qu'on avait dit… Ah oui, voilà, je vous en prie, Madame de Tonac. Oui, je voulais juste dire une toute petite chose à ce sujet-là. Vous trouverez beaucoup de détails de ce type dans le guide déontologique, mais effectivement, je pense qu'il y a une complexification organique de ce qu'est le secteur public aujourd'hui, qui est indéniable et qui rend très difficile en fait notre travail à tous, parce que aujourd'hui, quand on aborde par exemple la question du pantouflage, alors je sais qu'on doit parler plutôt de cumul d'activités, mais nous, on fait quand même beaucoup de pantouflage. On est censé contrôler le départ vers l'entreprise privée, hein, c'est cette notion-là qui prédomine dans les textes juridiques, sauf qu'on nous précise que est assimilé à une entreprise privée tout organisme de droit public qui exerce une activité dans un secteur concurrentiel. Et en fait, je pense que là, on touche à une difficulté qui est qu'aujourd'hui, on va dire ce qu'est la fonction publique et ce qu'est le secteur public a aussi changé. Et on doit essayer de comprendre, est-ce qu'on est dans du droit public pur, est-ce qu'on est dans du secteur public, est-ce qu'on est dans du secteur public avec du concurrentiel, etc. Donc nous, on a dû aussi faire un très gros travail là-dessus qui est a priori bien résumé, je l'espère, dans le guide déontologique. Par exemple, sur le fait qu'on se laisse la liberté pour certains établissements publics à caractère industriel et commercial de dire que certains ont une activité dans un secteur concurrentiel et certains autres, finalement, quand on regarde la vérité de ce qu'est leur activité, et ben, en fait, on se rend compte que c'est plutôt de l'ordre des missions administratives et donc on ne contrôle pas un départ vers ce type d'établissement. Donc, encore une fois, je vous invite aussi à vous emparer de tous les avis que la Haute Autorité vient de publier assez récemment. On a publié une 40aine de résumés et d'avis in extenso. Donc, j'ai entendu cette demande entre vous de partager votre doctrine, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous emparer de la nôtre qui, certes, ne parle pas de cumul d'activités accessoires, puisqu'on ne peut pas en parler en l'état de la législation. Mais en tout cas, il y a des éléments sur le conflit d'intérêts qui concerne le pantouflage, qui sont tout à fait transposables à la question du cumul d'activités accessoires, à la question du cumul d'activités pour création ou reprise d'entreprise. Donc là-dessus, encore une fois, on essaye, comme l'a dit ma collègue, d'enrichir les outils qu'on propose pour aider tout un chacun, et on est toujours très disponible pour répondre aux questions des référents déontologues par ailleurs, par des voies plus informelles. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je n'ai pas vu d'autres… Alors, je vois qu'on approche de l'heure. Je pense qu'on avait dit vers 15h30. Je ne sais pas pour les organisateurs, Élise ou Joanne. Voilà, je n'ai pas vu d'autres remarques ni dans le chat non plus. Je n'ai pas, je pense, raté quelque chose dans le chat. Donc, je ne sais pas s'il y a une dernière question, si on clôture la table ronde là-dessus. Moi, j'ai relevé un certain nombre d'éléments. Voilà, mais après, il y a des conclusions. Donc, je ferai part de certaines remarques aux conclusions sur les enjeux. Alors, enfin, moi, j'en avais une quand même sur lequel, et à la limite, c'est Madame de Tonac qui était presque, je dirais, concernée par cette question. Quand vous avez évoqué que le guide, finalement, il devait être pris en charge par l'agent, enfin, que c'était à l'agent à finalement appréhender ces enjeux, au regard de tout ce qui a été évoqué de la difficulté, je me dis comment un agent, surtout quand on a évoqué le cas où les agents étaient catégorie C principalement ou B, comment l'agent pourrait presque de lui-même, alors je vois bien l'enjeu de formation, mais comment l'agent de lui-même pourrait prendre en charge finalement cette problématique alors qu'elle a l'air très compliquée, y compris pour les référents déontologues.
Alors, effectivement, on peut voir ça comme ça. Je ne voulais pas forcément dire que tout agent devait être capable d'apprécier les subtilités de la jurisprudence de la Cour de cassation. Et là-dessus, on s'accompagnera toujours les uns les autres en profitant de l'expertise des uns et que les autres n'auront pas forcément, et c'est bien normal. En revanche, je pense que sur l'idée d'un exercice éthique et intègre de la fonction publique, je pense que, en tout cas à la Haute Autorité, c'est vraiment cette vision-là qu'on a, c'est qu'il y a énormément de choses qui doivent relever du réflexe, en tout cas de l'auto-analyse, de l'effort d'introspection. Et nous, on le dit souvent, par exemple, au moment du dépôt de la déclaration d'intérêt. Alors, certains sont obligés de déposer auprès de la Haute Autorité, comme l'a dit l'un de nos intervenants. Voilà, donc là, au moins, l'exercice est obligatoire. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont cette obligation-là en interne. Et puis, on peut toujours demander à ces agents de faire des déclarations d'intérêt facultatives. En fait, c'est un exercice qui est très intéressant pour prendre ce temps soi-même de s'interroger sur la personne qu'on est, les liens qu'on a créés. Et encore une fois, la Haute Autorité ne reproche à personne d'avoir des liens d'intérêt avec le secteur privé, avec le secteur public, c'est normal. On est des êtres humains, on se lie avec des gens, on est attaché à des associations, etc. La question, c'est d'être capable de se dire, et je pense que tout le monde a cette boussole intérieure quelque part, de se dire, bon, effectivement, là, c'est quand même très en lien avec mes fonctions. Est-ce que je n'ai pas moi-même intérêt à me sortir du processus décisionnel dans ma fonction publique et à me tenir éloignée de tout ce qui concerne cette entité? Et d'ailleurs, tout à l'heure, je fais une toute petite parenthèse, on a évoqué la question de, voilà, dans une procédure de marché public, je connais de manière lointaine une personne qui est, je ne sais pas, dirigeante d'une entreprise qui est candidate à l'appel d'offres. Pour information, vraiment, le juge pénal, encore une fois, a une approche très large des liens d'intérêt, puisque même un partenaire de golf avait été retenu pour un maire comme étant un lien d'intérêt suffisant pour caractériser une prise illégale d'intérêt. Oui, Marie, dans 2 minutes, ça va être la conclusion, qui ne va pas durer longtemps. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Monsieur Beaufils n'a pas coupé son micro. Donc, effectivement, le partenaire de golf était aussi un ami, mais bon, il y a vraiment, il faut s'interroger sur ces liens d'intérêt. Et j'insiste, moi, je pense vraiment que c'est d'abord à l'agent d'initier ce raisonnement-là et ensuite, évidemment, d'être accompagné par le référent déontologue, par son autorité hiérarchique, par la Haute Autorité. Mais voilà, c'était dans ce sens-là que je le disais, bien entendu. Si je peux juste aussi rapidement compléter les propos d'Aurélia, quand vous parlez aussi de sensibilisation, bien sûr, les agents qui déposent des déclarations d'intérêt sont de fait un peu sensibilisés à ces problématiques de conflit d'intérêts. Pour les autres agents, c'est vrai que c'est parfois un peu plus compliqué et c'est là aussi tout le rôle du référent déontologue qui a tout d'abord un rôle de conseil et d'accompagnement, mais in fine aussi un rôle de formation. C'est vrai que ça peut être difficile à mettre en place. Et c'est vrai nous, on a remarqué en parlant avec beaucoup de référents déontologues, à la fois d'administration centrale ou de collectivité territoriale, c'est très important aussi d'avoir un soutien hiérarchique, voire politique dans le cas des collectivités territoriales, parce qu'on voit que quand les élus, les directeurs d'administration centrale ou les présidents des exécutifs locaux prennent l'initiative de faire des formations, du coup, il y a un peu un enchaînement sur ça où le référent déontologue est aussi plus à même de proposer des formations, de créer des outils spécifiques pour les agents. Et c'est vrai que ce soutien aussi hiérarchique et politique est primordial pour diffuser cette culture de l'intégrité au sein des administrations et des collectivités territoriales. Merci beaucoup. Peut-être, Élise, tu voulais réagir ou peut-être que l'heure, enfin voilà, je ne veux pas que ça déborde. Très très vite, c'est justement, je voulais rebondir sur le partenaire de golf parce que c'est vraiment un très bon exemple. Le partenaire de golf dans cet arrêt de la Cour de cassation, c'était quand même sans doute un ancien concubin, je pense que si on lit l'arrêt entre les lignes, et en tout cas c'était un ami de longue date. Et donc, du coup, le référent déontologue que je suis, qui est saisi par un agent qui nous dit « Mais moi, ce n'est pas un ami de longue date, justement. Je le croise, je l'ai croisé à plusieurs reprises parce que mon fils est dans le même club de rugby. » ou enfin, j'invente. Mais vous voyez,
Le problème, c'est que tous les cas d'espèce sont différents. Alors oui, on est dans la catégorie lien d'amitié. On sait que ça peut entraîner une condamnation pour prise illégale d'intérêt. Mais à partir de quand on met le curseur? 10 ans d'amitié, 8 ans d'amitié, 7 ans d'amitié? C'est ça qui est dur. On n'a jamais deux situations identiques. Et c'est ce que je voulais essayer de dire. Et c'est pour ça que je me suis permise de reprendre la parole, parce que l'exemple du partenaire de golf, ça permet d'illustrer totalement mon propos. Voilà. Merci Élise. Monsieur Bénétulière, peut-être, qui voulait aussi réagir. Tout à fait. Non, je voulais aussi rebondir sur cette problématique parce que c'est une application de cette jurisprudence, c'est une application en fait de la jurisprudence de la Cour de cassation qui concernait un collaborateur de cabinet. Et effectivement, on s'interroge assez fortement sur où commence le lien d'amitié. Et j'ai même aller plus loin. Que se passe-t-il si le lien d'amitié en fait se produit après? Moi, je prends l'exemple d'un ami, en fait, notamment sur des questions de prestations intellectuelles, qui a, on va dire, créé du lien avec le prestataire avec qui il a travaillé. Et que se passe-t-il en cas de renouvellement d'un marché public, par exemple? Est-ce qu'il doit se déporter parce qu'il a développé des liens amicaux avec cette personne? Bref, c'est une vraie interrogation. Encore une fois, la sévérité de la Cour de cassation me semble assez malvenue sur cette problématique. Je ne sais pas si je peux rebondir encore. Oui, je pense. Alors après, il va falloir… je vous en prie. C'est juste que c'est vraiment intéressant et là-dessus, je rappellerai, parce qu'on est tenté de se dire, finalement, je dois moi-même apprécier si mes liens d'amitié ne me permettent plus de prendre une décision impartiale et objective. Après, je voudrais vraiment rappeler ici que la loi du 11 octobre 2013 qui définit le conflit d'intérêts nous dit bien que c'est toute situation d'interférence de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Et en fait, c'est aussi ça qui nous sort de la subjectivité, c'est-à-dire que peut-être qu'on a l'impression que le lien d'amitié n'est pas tel que finalement le processus de décision de la procédure de passation du marché public ne va pas être biaisé. En fait, ce qui est dommageable, c'est si de l'extérieur, on a l'impression que par ces liens qui sont nés, la procédure va être entachée d'une certaine subjectivité, etc. Donc, je pense malheureusement que mieux vaut trop de précautions que se retrouver en situation de risque à la fois personnel pour son image ou alors si ensuite la décision publique est contestée, etc., par les administrés. Je pense que trop de précautions vaut mieux que pas assez. Voilà, ça paraît évident de le dire comme ça, mais ça peut aboutir à des situations complexes. Nous, on a souvent des contacts avec alors à la fois des fonctionnaires et des élus qui nous disent « mais moi, j'ai l'impression que je me déporte de tout, je ne prends plus de décision, c'est impraticable ». Alors, parfois, on a vraiment des gens qui en font trop et on les rassure, on leur dit « non, mais attendez, vous pouvez quand même prendre quelques décisions de temps en temps ». Mais c'est vrai qu'on est un peu obligé avec cette sévérité entre guillemets du juge pénal et c'est même pas en fait seulement le juge pénal, c'est vraiment la rédaction dans le code pénal des deux infractions de prise illégale d'intérêt qui sont quand même, surtout le 432-12 du code pénal, assez large et on a du mal, c'est vrai, à lui poser des limites et en l'état, nous, c'est vrai qu'on préconise toujours un peu une forme de prudence qui est parfois difficile à concilier avec l'exercice des fonctions, c'est vrai. Mais encore une fois, on est tous un peu tributaires de ce code pénal et de cette jurisprudence pénale. Merci beaucoup pour votre réaction. Oui, d'où l'importance de la collégialité indiquée dans le chat par Madame Icard. Ça permet éventuellement de se rassurer. Alors voilà, je vois le temps. Je ne sais pas, il y a Monsieur Beaufils qui a levé la main, mais je demande plus aux organisateurs. Est-ce qu'on laisse la dernière question? C'est possible? Allez, Monsieur Beaufils, pour votre dernière question, et après, je pense qu'on clôturera la table ronde. Oui, surtout que ce n'était pas une question, c'était plus un constat qui aurait peut-être eu sa place dans le dernier tiers-temps. Bon, peu importe, j'ai la parole, je la conserve. Simplement pour dire que dans le cadre de l'information, de tout ce que nous avons présenté cet après-midi et ce matin, une petite information très pratique. Il faut que l'information commence par les centres de gestion, par le site des centres de gestion, par la page d'accueil des centres de gestion, où l'onglet déontologie doit être en première page et non pas aller le chercher sous 4, 5, 6 onglets et les gens s'y perdent et se retournent vers nous pour nous demander quel chemin on doit prendre. Donc les centres de gestion qui sont là cet après-midi, faites passer l'info, l'onglet déonto dès la page d'accueil. Merci.
Ça, ce sera probablement compliqué parce que la création et l'organisation des sites, je sais que c'est toujours compliqué. Savoir qui a droit à la page d'accueil et qui doit être à la 5e page après 12 clics. Mais voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, je remercie l'ensemble de nos intervenants pour leur exposé. On n'a pas pu, enfin, comme vous l'avez constaté, traiter toutes les questions et je pense que vous allez encore avoir beaucoup de questions sur les différents enjeux. Voilà. Merci aussi aux participants, en tout cas, qui ont posé ce nombre de questions. Et je vais laisser la suite pour le coup du déroulé.